je suis professeure des écoles à Angers. Je m'occupe des enfants étrangers qui viennent d'arriver à Angers et je circule donc sur les écoles angevines. Je suis mariée, j'ai deux petits-enfants de 2 ans et de 6 ans. Voilà. Donc, vous êtes également conseillère municipale. Je suis donc professionnellement enseignante et sinon j'ai choisi de m'engager citoyennement dans une locale en 2001. Donc, je m'occupe plus particulièrement du partenariat que nous avons avec Zapaco. Je m'occupe aussi du fondement de projets jeunes et je suis membre du conseil consultatif de quartier alors, sur des quartiers qui sont très attachés puisque j'y vis. Voilà. Il y a un certain nombre de points que vous souhaitez développer au cours de cet entretien. Premier point, le pouvoir d'achat. Pourquoi avoir choisi de mettre en exergue ce pouvoir d'achat? Pourquoi? Tout simplement parce que, en tant que candidate à l'élection législative, j'ai animé la campagne des présidentielles sur notre circonscription. Je rappelle, la circonscription Angers-Segré, parce que la 7e, ça ne veut pas forcément dire beaucoup de choses aux électeurs. Et donc, on a mis en place des débats participatifs qui nous ont permis d'écouter, de discuter avec les habitants de la circonscription. Et on s'est très vite rendu compte que le pouvoir d'achat est un thème qui revenait en permanence. Je crois tout simplement parce qu'au quotidien, on vit cette baisse du pouvoir d'achat. Il suffit d'aller faire ses courses et de se rendre compte qu'avec très peu de choses, on arrive à des montants assez importants. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de personnes, moi j'aime pas cette expression, mais beaucoup de personnes qui se considèrent comme des travailleurs pauvres. Travailler ne permet plus forcément de vivre dignement et de pouvoir se nourrir correctement, de pouvoir élever ses enfants correctement, de pouvoir leur payer le minimum, les sorties scolaires. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que vraiment le pouvoir d'achat était une préoccupation majeure chez les Français. C'est important, mais d'un mot, est-ce qu'on peut donner comme ça 2-3 mesures phares auxquelles vous êtes et votre formation favorable pour faire en sorte que ce pouvoir d'achat soit quelque chose de plus acceptable pour les citoyens? Bien sûr, donc nous ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une revalorisation des petits salaires, des bas salaires, et aussi une revalorisation des petites retraites, parce que le pouvoir d'achat est aussi très difficile pour les retraités. Donc c'est vraiment, il nous semble, l'urgence d'avoir une discussion salariale pour pouvoir revaloriser les bas salaires. Donc autre chose aussi, c'est de revoir l'indice des prix, parce qu'on sait que les minima sociaux sont basés sur les indices des prix et qu'on ne distingue pas dans l'évolution des indices des prix. Par exemple, un ordinateur dont le coût, effectivement, on le voit d'une année à l'autre, le coût des ordinateurs baisse énormément. Et à côté de ça, par exemple, le pain qui a augmenté d'une façon incroyable depuis quelques années. Donc il y a un travail à faire au niveau de l'indice des prix. Oui, pour se coller plus à la réalité. Voilà. Effectivement. Alors, un mot des services publics, là encore, dans une circonscription qui est une partie urbaine et une partie rurale, cette notion du maintien des services publics, c'est quelque chose également auquel vous êtes attaché. Voilà, et je pense qu'il faut effectivement qu'on ait à l'esprit que le service public, ça doit être avant tout un service de qualité. Et pour cela, il faut que chaque habitant puisse trouver un service public de proximité. On y est confronté sur la circonscription, par exemple à Segré, si vous avez un problème de santé qui nécessite une structure plus importante qu'une maison médicale, par exemple, eh bien vous êtes obligé de vous déplacer soit au CHU d'Angers, soit à Châteaubriand, et ça peut poser effectivement des difficultés. Donc le service public doit être partout. Il ne faut pas avoir une vision comptable de ce service, mais plutôt le voir pour qu'il soit un service public de qualité et accessible à tous. Et on va parler de quelque chose qui vous touche un peu plus particulièrement, ça c'est votre côté enseignant, la réussite éducative. Alors comment on met en place cette réussite éducative, comment du moins on améliore ce qui se passe à l'école pour les plus jeunes? On parle notamment de suppression de la carte scolaire, il y a beaucoup de choses là qui sont en prévision, ça vous inquiète? Bien sûr, ça m'inquiète en tant qu'enseignante, en tant que maman aussi, parce que je crois que l'éducation, ça concerne bien au-delà des enseignants. La suppression de la carte scolaire, moi je vais me battre contre, parce que je pense qu'effectivement la carte scolaire telle qu'elle existe aujourd'hui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, c'est une évidence. Pour autant, le passe-droit. Exactement. Pour autant, le fait de la supprimer, moi je suis très inquiète sur les conséquences que cela peut avoir. On va avoir là encore une ghettoisation de certaines écoles,
puisque si on laisse la possibilité aux parents de mettre leur enfant dans n'importe quelle école, on sait très bien que ça va se faire au détriment d'un certain nombre d'établissements dont on peut déjà citer les noms. Là, c'est la première chose sur la carte scolaire. Pour ce qui est de la réussite éducative, effectivement, on le voit, et en tant qu'enseignante, je me rends compte qu'il y a des soucis, il y a des difficultés dans l'éducation nationale, et qu'on ne donne pas la possibilité à tous les enfants de réussir, par manque de moyens principalement. Et je crois que la proposition que moi j'ai envie de retenir, c'est le fait déjà de limiter le nombre d'enfants par classe en zone d'éducation prioritaire, parce qu'enseigner j'interviens par exemple dans une école à Belle-Veille où il y a un CE1, CE2 à 25, la classe est ingérable pour l'enseignante et c'est pas en ayant cette structure-là qu'elle arrivera à aider les 25 enfants. Donc là encore, il faut sortir de la gestion comptable. Voilà. Alors on va parler de l'amélioration de la qualité de vie. Ça c'est un thème que peuvent reprendre, j'allais dire, tous les candidats. Tout le monde veut améliorer la qualité de la vie. Vous concrètement, comment vous faites? Bon, d'abord, effectivement, j'ai choisi ce thème-là parce que je crois que quand on est élu, quand on veut s'engager, c'est d'abord parce qu'on veut mettre ses convictions, ses valeurs au service de l'intérêt général et dans le but d'améliorer la qualité de vie de chacun. Donc c'est ce que j'essaie de faire en étant élu local. Je crois qu'améliorer la qualité de vie, ça regroupe un certain nombre d'éléments et le plus important, qui est là aussi une des priorités des Français, c'est le logement. Comment permettre à chacun d'être bien logé? On a beaucoup de mal logés en France, on a beaucoup de gens qui travaillent, en particulier en région parisienne, mais qui n'ont pas les moyens de se loger. Donc là aussi, il y a des mesures concrètes que nous souhaitons mettre en place, comme un service public de la caution, pour permettre à chacun de rentrer dans un logement privé sans être obligé de débourser 1 500 € entre les deux loyers de caution, le premier loyer, plus les frais d'agence. Ouais. Et puis relancer la construction de logements, c'est que dans toutes les grandes agglomérations, il y a ce problème, c'est le cas ici aussi à Angers. Bien sûr, il faut déjà que la loi SRU, qui impose à chaque commune d'avoir 20% de logements sociaux, soit réellement mise en application et partout, parce qu'on a tendance à prendre forcément l'exemple de Neuilly, qui est certainement le plus facile à voir, où il y a 2% de logements sociaux. Donc là, il faut vraiment qu'on équilibre les choses. Bon, il nous reste 2 minutes à passer ensemble, Sylvia Camara-Tombini. Je voudrais qu'on termine avec la démocratie participative. Alors, ça c'est un thème dont on a beaucoup entendu parler durant la campagne. C'était quelque chose que Ségolène Royal mettait régulièrement en avant. Vous y êtes sensible, vous aussi? Bien sûr, j'ai la chance de vivre une expérience extrêmement enrichissante au sein du conseil municipal d'Angers, et en particulier parce qu'on a su saisir l'importance de cette démocratie participative. Alors qu'est-ce que c'est la démocratie participative? C'est considérer finalement que les habitants, en tant qu'usagers, sont les premiers à savoir ce qui est le mieux pour eux et ce dont ils ont besoin. Donc nous, on a essayé tout au long de cette campagne, bien d'abord d'avoir une campagne participative. Si je veux être député, c'est avant tout... avant de faire les propositions. Voilà. Si je veux être député, c'est avant tout pour porter la parole des habitants de ma circonscription à l'Assemblée nationale. Les lois que nous allons débattre et voter ensuite à l'Assemblée nationale soient en cohérence avec les attentes des Français et qui répondent véritablement à leurs besoins. Donc je crois que la démocratie participative doit vraiment changer la pratique des politiques en général. Il faut que les politiciens aillent vers les habitants, à leur écoute, non seulement à leur écoute, mais rendent des comptes sur ce qu'ils font. Donc moi je me suis engagée en tant que députée à mettre en place cette démocratie participative sur ma circonscription, en tenant régulièrement des réunions publiques, en allant à la rencontre des habitants, en leur permettant de venir me rencontrer une permanence que je mettrai en place, et aussi parce que je pense qu'un député doit rendre des comptes et qu'il est normal de savoir pourquoi notre député s'est engagé. Oui, on évite de ne rendre compte qu'au moment des élections. Exactement. Ouvrir un local de campagne seulement en période d'élection, par exemple, ne me semble pas adapté. Merci en tout cas d'avoir répondu merci à vous. À nos questions. Bravo. Et c'est fini.